Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Ouais. Alors, on repart combien d'années en arrière? On repart 531 ans en arrière exactement. 500? Oui, le 12 octobre 1492. C'est le jour où Christophe Colomb est arrivé dans les Caraïbes pensant qu'il était arrivé en Amérique. C'est important parce que, évidemment, il y a un récit qui a été repris pendant des années et enseigné dans les écoles en disant que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bon, en réalité, il s'agissait d'un récit qui avait été mis en avant par les Américains qui venaient d'être indépendants et qui voulaient absolument montrer une véritable rupture avec la couronne britannique, en s'inspirant un peu de la vie de Christophe Colomb, parce qu'il faut savoir que Christophe Colomb, il est originaire d'Italie, de Gênes, et donc il a commencé sa carrière en tant que négociant, en négociant et commerçant pour le compte des commerçants génois. Puis après, il va quitter l'Italie pour continuer, si tu veux, en quelque sorte, son activité commerciale du côté de l'Espagne. Et là-bas, à partir de 1420, il va y avoir une véritable révolution technologique pour ce qui concerne les transports maritimes. Alors cette révolution, elle tient en deux choses. Elle tient un instrument qu'on appelle l'astrolabe. C'est un instrument qui, à partir de la position du soleil ou d'une étoile et du niveau de l'horizon de la mer, on permet ainsi de se situer dans l'espace. Et donc, grâce à une espèce de carte en deux plans, eh ben, les navigateurs, à partir de la position de l'étoile ou du soleil par rapport à l'horizon, permettaient plus ou moins de se guider dans les océans. Et puis, la deuxième chose, c'est l'invention de la caravelle. Alors, la caravelle, c'est ce navire qui est en fait un mix entre deux types de navires qu'on appelle. Il y a des navires qu'on appelle les carabos. C'était des navires de pêche arabes qui avaient la particularité d'avoir des voiles triangulaires. Et on a aussi les navires nordiques, notamment des Vikings, qui, eux, avaient des voiles carrées. Donc, c'est le mélange de ces navires-là, généralement avec trois mâts, dans lesquels on trouvait à la fois des voilures triangulaires et carrées. Et grâce à ce type de voilure-là, et aussi au niveau du tonnage de ces navires-là, en moyenne, c'était des navires dits de moyen tonnage, c'est-à-dire que ça pouvait embarquer jusqu'à 40-50 tonnes de marchandises. Et grâce à ce type de navires-là, les marins auront eu la capacité maintenant de faire des voyages de plus en plus longs et donc d'aller de plus en plus loin et de pouvoir revenir grâce notamment à l'utilisation de l'astrolabe. Donc à partir de là, à la fin du XVe siècle, il y a une véritable course pour la découverte de nouveaux territoires afin de créer de nouvelles lignes commerciales. Et donc, pour la plupart des vieux royaumes européens, espagnols, portugais, anglais et italiens, il s'agit de trouver absolument ces nouvelles routes-là qui vont permettre d'arriver vers l'Asie. Et la plupart des pays estiment que pour aller plus facilement de l'Europe vers l'Asie, ou plus sûrement, disons, il faut passer vers les côtes africaines. C'est normal parce qu'ils savent déjà se déplacer de l'Europe, arriver à travers la Méditerranée, puis longer par la suite les côtes africaines, mais ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'Afrique, en passant par l'océan Indien. Et donc, ils savent qu'il y a un territoire là-bas, qu'ils appellent l'Inde, et dont évidemment les récits avec certains récits disent que évidemment là-bas il y a des richesses, il y a des territoires inexplorés, et donc cet appât du gain là et cette volonté aussi comme je l'ai dit, de créer de nouvelles routes commerciales les amène à envisager de prendre cette voie-là pour aller vers les Indes. Et donc ils veulent passer du côté est. La plupart des explorateurs prennent le côté est. Or, Christophe Colomb, lui, il a une intuition qui lui dit qu'il y a peut-être un coup à jouer en prenant la direction opposée, donc en allant vers l'ouest. Et donc, il va arriver à convaincre le roi d'Aragon, qui était le roi d'Espagne, de financer en quelque sorte une exploration, un voyage qui devait lui permettre d'aller rapidement vers les Indes, mais en passant par l'ouest.
Et donc, en plus de l'aide du roi d'Espagne, il va aussi obtenir de la part de 2 grands commerçants espagnols qui vont l'aider à compléter, si tu veux, les moyens pour obtenir un 3e navire, parce que le roi d'Espagne va lui donner 2 caravelles. Il va pouvoir obtenir une 3e caravelle grâce à l'appui de ces commerçants espagnols-là. Et donc, il va commencer justement son long voyage. Et donc, rapidement, il part vers l'ouest un peu à l'inconnu, vers l'inconnu, parce que jamais une personne n'avait pris ce chemin-là. Et donc, quand il quitte l'Espagne et il arrive le 12 octobre 1492 sur une île qu'il croit être en fait les Indes. En fait, il n'est pas arrivé aux Indes, il est arrivé sur l'île actuelle, les Bahamas. Et à partir de là, il va d'abord, lorsqu'ils vont accoster aux Bahamas, ils vont donc découvrir les tribus autochtones qui étaient là, qui étaient ce qu'on appelle les Indiens Arawak. Et avec eux, ils vont nouer les premiers contacts. Alors, ces contacts-là ne vont pas être que des contacts positifs, puisque à l'époque, les Indiens que l'équipage de Christophe Colomb va croiser, ils vont trouver que les femmes se baladaient les seins dénudés et avec juste un petit cache-sexe. Et donc, à partir de là, il va se nouer des relations entre les marins de Christophe Colomb et les Indiennes qui étaient là. Et malheureusement pour eux, les marins de Christophe Colomb, ceux qui vont repartir, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 3 navires, ils vont continuer d'abord leur exploration dans la zone. Et là, ils vont ensuite arriver sur l'île d'Hispaniola, l'île actuelle où se trouve la République dominicaine et Haïti. Et ensuite, ils vont prolonger un peu plus et ils vont arriver sur l'île de Cuba. À partir de là, il va avoir un problème. À partir de là, ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient partis. Et donc, ils vont estimer qu'il faut qu'ils rebroussent chemin pour qu'ils aillent montrer au moins la première... que Christophe Colomb aille déjà montrer ce qu'il avait découvert. Et donc, à partir de là, sur l'île de Cuba, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y avait un bateau qui avait échoué en fait sur les bancs de sable. Et ce bateau-là qui avait échoué, ils vont le transformer, ils vont récupérer le bois et ils vont fabriquer un fort. Et ils vont demander à l'équipage du bateau en question de rester. Et les 2 autres navires vont... il y avait un autre qui avait aussi échoué, qui était complètement perdu. Et donc, le dernier navire, Christophe Colomb va remonter avec une partie des hommes et une autre partie va rester sur place avec la promesse que, bien entendu, Christophe Colomb devait revenir les récupérer. Et donc, quand il remonte en Espagne, il amène à la fois quelques Indiens, comme étant la preuve qu'il a découvert un nouveau monde, et puis un certain nombre de richesses. Il faut savoir que lorsqu'il arrive, notamment sur l'île d'Hispaniola, quand ils vont explorer la zone, ils vont même rencontrer des pépites d'or à même le sol, parce que les Indiens ils n'utilisaient pas l'or, ils ne s'en servaient pas. Et donc, il va ramasser aussi un certain nombre de choses comme des produits locaux, les fruits, les bois exotiques, etc. Et donc, il va ramener avec ces quelques Indiens, il va ramener tout ça en Espagne. Et une fois de retour en Espagne, il sera auréolé, il sera récompensé par véritablement la gloire. Et donc, à partir de là, la couronne d'Espagne va décider de financer encore un 2e voyage. Et donc, par la suite, il va repartir, il va même faire un 3e, puis un 4e voyage jusqu'en 1507 et il décédera 2 ans plus tard sans même pensant qu'il avait découvert les Indes, mais en fait ne sachant pas qu'il était arrivé en Amérique. Et puis à partir de là, il va y avoir, après Christophe Colomb, il va avoir toute une série d'autres explorateurs qui vont également prendre la suite et qui vont aller également en allant un peu plus loin. Et c'est ainsi que un autre explorateur qui s'appelle Amerigo Vespucci, qui lui est espagnol, mais qui naviguait grâce à la couronne britannique. C'est la couronne britannique qui avait en réalité financé son voyage. C'est lui qui va véritablement arriver en Amérique et c'est lui qui... c'est à cause de lui que l'on va même donner le nom Amérique à ce continent-là. Parce qu'il faut savoir que parmi
l'équipage qu'il avait, Amerigo Vespucci, il avait un cartographe allemand. Et c'est ce cartographe allemand qui était chargé de dessiner, si tu veux, l'itinéraire, de faire une carte par rapport au déplacement d'Amerigo Vespucci. Et c'est lui qui va, une fois qu'ils vont arriver en Amérique, donner qui va donner le nom America, justement en hommage. En fait, eux, ils ne naviguaient pas au large, ils naviguaient dans les bords des continents. Voilà, ils naviguaient dans les bords des continents. Mais il arrivait aussi que dans des zones où il n'y avait pas de bord de continent. Il fallait traverser. Il fallait traverser. Et c'est là où l'astrolabe s'avérait particulièrement intéressant. Mais ce aussi qui est intéressant pour ceux qui concernent Christophe Colomb, et c'est ce qui explique en partie la raison pour laquelle, jusqu'à sa mort, il pensait être arrivé en Amérique, alors qu'en fait, il n'était pas arrivé en Amérique, dans l'Amérique actuelle, hein, il était dans les Caraïbes. C'est parce qu'en réalité, il avait fait une erreur de calcul sur son astrolabe. Et donc, cette erreur de calcul a fait qu'en réalité, il avait dévié de sa trajectoire, ou la trajectoire qu'il pensait prendre pour arriver jusqu'en Amérique, alors que cette trajectoire-là l'avait éloigné ou l'avait dévié de l'Amérique pour l'envoyer du côté des Caraïbes jusqu'à, donc comme je l'ai dit, les Bahamas, puis il est arrivé sur l'île d'Hispaniola et ensuite il allait jusqu'à Cuba. Et puis, lors des deuxième et troisième explorations, il va, évidemment, le principe était que le premier arrivait en Europe, occuper les terres. Il y a un certain nombre aussi d'exactions qui vont être reprochées à Christophe Colomb. Et donc, à partir de là, il va tomber en disgrâce vis-à-vis de la couronne d'Espagne. Et par la suite, lorsqu'il ne pourra plus, c'est ce qui explique qu'après son quatrième voyage, eh ben, il aura tout perdu. Et puis, à partir de là, si tu veux, la narration qui va se faire par la suite par les Américains, qui vont refuser en réalité que l'idée que ce soit Amerigo Vespucci qui soit le véritable premier occidental, même là, on le sait aujourd'hui, que par exemple au Xe siècle, on a trouvé des traces de navires, notamment nordiques. Donc on sait qu'il y a les Vikings qui étaient déjà arrivés en Amérique depuis le Xe siècle. Et on sait même encore aujourd'hui qu'il y a même des navires, notamment des navires africains, qui seraient arrivés en Amérique bien avant les navigateurs nordistes. Donc on sait qu'aujourd'hui, Christophe Colomb n'est en réalité pas le premier occidental arrivé en Amérique. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le récit tel qu'on l'a véhiculé durant des siècles en disant que Christophe Colomb était celui qui avait découvert l'Amérique, tenait au fait que les Américains qui venaient d'être indépendants ne voulaient absolument pas que leur histoire soit liée à celle de leur ancien monarque, le roi Georges. Et donc, ils ont décidé de créer une narration. Et de là, ils vont occulter absolument l'idée que Amerigo Vespucci soit le premier des leurs, si on peut dire, les premiers Européens occidentaux arrivés en Amérique. Ils vont plutôt, parmi les explorateurs, choisir l'image de Christophe Colomb. Pourquoi ? Parce que Christophe Colomb incarnait à leurs yeux, si tu veux, un peu leur histoire. C'est-à-dire des gens qui sont partis de chez eux, qui sont venus un peu à l'aventure, qui ont trouvé un nouveau monde pour l'offrir, si tu veux, à leur monarque. Et leur monarque, si tu veux, s'en est servi pour abattre sur ces colons-là une espèce de dictature. Et donc, ensuite, les colons se sont rebellés et donc, ils ont acquis leur indépendance. Donc, le fait que Christophe Colomb ait un peu cette histoire en dents de scie, où il était soutenu par la couronne d'Espagne avant de tomber en disgrâce, semblait plus proche de la leur. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont, donc, dans les manuels scolaires, ils ont décidé de narrer l'histoire selon laquelle Christophe Colomb est le véritable découvreur de l'Amérique, pour évidemment vanter le fait que l'Amérique soit un pays où des hommes et des femmes sont courageux. Ils se sont fabriqués eux-mêmes et ils ont pu obtenir leur propre liberté au prix d'une guerre, suite à ce qu'ils considéraient comme une espèce de trahison de la part de leur monarque de l'époque. Donc, il faut bien comprendre que l'idée, aujourd'hui, en 2023, qui consistera à dire ou à faire croire que Christophe Colomb est le découvreur de l'Amérique est totalement fausse. Ça, on le sait aujourd'hui. Il y a plein d'études là-dessus qui... ce n'est même plus... Mais le livre de Frédéric Mignobet, c'est un scandale pour notre éducation alors. Non, mais il a fait avec les éléments historiques. Il n'a pas fait les recherches. Il a fait avec les éléments historiques qu'il avait à son époque. Depuis l'époque, là, il y a des gars qui savaient déjà que Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique. Oui, mais le problème... Mais lui, il met ça dans un livre et puis on nous enseigne ça toute notre enfance. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a des élites qui, encore aujourd'hui,
préfèrent valider leurs recherches lorsqu'il s'agit d'écrire l'histoire de notre continent en Europe. La preuve, c'est que quand on veut consulter des archives concernant notre continent, on est obligé d'aller à Nantes. Lorsqu'on veut avoir des archives qui concernent la période de la colonisation ou la période de l'esclavage, on est obligé d'aller en Europe. Donc nous-mêmes, n'ayant pas d'archives, et en nous contentant des archives des Européens, eh ben, on reprend un peu leur histoire. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, il existe un peu une espèce de renaissance intellectuelle de la part d'historiens noirs. Il y a plein de sites qui reprennent, si tu veux, les récits que l'on nous a toujours expliqués par rapport à l'histoire et qui font la Comme démonstration. le monsieur qui est décédé là. Oui, tout à fait. Comme Omotunde, le professeur Omotunde. Donc, il y a aujourd'hui plein d'intellectuels qui reprennent, si tu veux, ces récits-là. Et j'invite donc tous ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, qui sont vraiment intéressés par l'histoire de l'Afrique, par l'histoire de notre continent. Non, je ne pense pas. Il a fait avec... Non, Jean-Paul. Il faut rétablir l'histoire. Mais oui, mais l'histoire, ça ne veut pas... Traîner en justice post-mortem. Non, ça ne veut pas dire... Parce que le traîner en justice, ça voudrait dire qu'il a fait sciemment. Non, il s'est trompé. C'était quoi ses références? Il s'est trompé. C'était quoi son CV? Ben, certainement, il allait, comme je l'ai dit, il allait fouiller à Nantes, il allait fouiller en France, et donc ce sont ces références-là qu'il a pris, il a intégré dans son livre. Mauvais travail. Non, c'est pas un mauvais travail. Il a fait avec ce qu'il avait à l'époque, avec ses limites. Pourquoi tu le défends? Non, parce que c'est un scientifique. Non, un scientifique ne va pas au fond de ses recherches? Non, un scientifique peut se tromper. Et c'est justement ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la science. C'est-à-dire que rien n'est immuable. En science, il faut toujours remettre en question les idées. Et c'est ce qui fait que la science soit quelque chose de magnifique. Et c'est ce qui fait que ça soit dynamique. L'histoire aussi est une science. Et c'est la raison pour laquelle les chercheurs ne doivent pas s'asseoir, ne doivent pas se reposer sur certaines idées préconçues, soi-disant que ce sont des dogmes, c'est la vérité absolue, sinon ça devient un dogme. Et donc, l'histoire n'étant pas dogmatique, il faut que, à chaque fois, avec l'évolution des moyens technologiques, on parvienne parfois à balayer certains faits qui étaient considérés comme des vérités. En l'occurrence, pour ce qui concerne la soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés sur les 104.5. Nous on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.